Merci d'être avec nous sur TV5 Monde pour votre nouveau numéro de kiosque, l'actualité commentée par les journalistes de la presse francophone et internationale. Au sommaire, cette semaine, dis-moi quel est ton prénom et je te dirai d'où tu viens. La polémique provoquée par Robert Ménard en France sur un possible fichage des écoliers de sa ville, Béziers, a relancé un vieux débat. Faut-il ou non des données ethniques? Certains pays le font depuis longtemps. Dans quel but et pour quel résultat? Le message des Britanniques à Bruxelles, ils ont dit un grand yes, un grand oui au conservateur David Cameron. Alors, faut-il y voir un futur oui au Brexit, la fameuse sortie annoncée du Royaume-Uni de l'Union européenne? Entre diplomatie du portefeuille et positionnement politique et stratégique, François Hollande était cette semaine le premier président occidental à être reçu au Conseil de coopération du Golfe à Riyad. Alors pourquoi le Golfe mise-t-il donc autant sur la France? Avec nous, pour en parler tout d'abord, je vous présente Béatrice Delvaux, c'est l'une des grandes signatures du quotidien belge Le Soir. En plateau également avec nous, Louis Comayou, qui préside l'association de la presse africaine. Abdelkrim Branine, une voix bien connue des auditeurs de la radio Beurre FM. Et puis Yves Tréhard, grande signature du quotidien français Le Figaro. Et puis son visage vous dit évidemment quelque chose, puisqu'il présente tous les soirs le journal sur la RTS, rediffusé sur TV5 Monde. C'est bien sûr Darius Rochebain avec nous en direct depuis Genève. Je suis Mohamed et je suis un écolier comme les autres. Je suis Robert et je suis musulman. Des slogans et des photos qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans les rues de Béziers en France. En réponse donc aux propos cette semaine d'un certain Robert Ménard, le maire de cette même ville. Dans ma ville, pour un exemple, il y a 64,6% des enfants qui sont musulmans dans les écoles primaires et maternelles. Écoutez-moi, de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms des enfants. Je sais que j'ai pas le droit de le faire. Les noms, c'est pas les confessions. Pardon de vous dire que les prénoms brisent les confessions. Pas de nier l'évidence. Il n'existe en mairie de Béziers aucune fiche, aucun fichage, aucune liste. Nous n'en avons pas. Voilà, petit rappel, donc en France, une loi interdit tout fichier sur des données personnelles liées à l'origine ethnique et à la religion. Depuis cette émission sur France 2, la mairie de Béziers a été perquisitionnée. La police n'a finalement trouvé aucun fichier informatique, ni aucun fichier qui aurait pu être supprimé récemment. Robert Ménard, quant à lui, a été interrogé pendant plus d'une heure par la police à Montpellier. Abdelkrim, c'est un prénom qui ferait partie des 64% à Béziers. Je pense que j'aurais été fiché, oui, par Robert Ménard. Bien que je défie Même quiconque. s'il est revenu sur ses propos. Oui, alors sacré rétropédalage. Hein, en l'espace de quelques jours, il a mis un orteil dans l'eau, il a vu que c'était froid, voire même glacé, puis il a commencé à rétropédaler comme ça. Moi, je mets au défi quiconque, y compris Robert Ménard, de me dire, alors je ne sais pas, à ma chemise ou à ma barbe ou à mes lunettes, si je suis musulman ou pas. Bon, c'est absolument n'importe quoi. Après, ce qui est inquiétant aujourd'hui, enfin, ça confirme que c'est une fois de plus l'extrême droite qui dicte en quelque sorte l'agenda politique, voire même l'agenda islamophobe en France. Ou en tout cas, la classe politique se laisse dicter son agenda politique par l'extrême droite, puisque bon, Robert Ménard, on le sait, était soutenu par le Front National. Ce qui est inquiétant, c'est également ce sondage, parce qu'en fait, les statistiques ethniques, c'est un dispositif à la base pour lutter contre les discriminations. Là, il a été utilisé pour ficher des écoliers selon leur confession supposée. Donc il y a un sondage, on peut en dire un petit mot, donc j'ai pris les chiffres, 50% des Français sont favorables aux statistiques ethniques, dont 91% des adhérents du Front National. C'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive par le biais d'un dispositif qui est censé lutter contre les discriminations par le Front National. C'est un petit peu l'effet pervers. Concernant les statistiques ethniques en France, bien entendu, on le sait, bon, elles sont interdites, bien que parfois il y a des dérogations ou c'est contourné, puisque on a eu, je ne sais plus, il y a quelque temps, le rapport d'un député UMP qui nous disait qu'il y avait tant de personnes de confession musulmane en prison. Alors il se fiait, je ne sais plus, à la pratique du ramadan ou au prénom, quelque chose comme ça. Concernant la France, moi, je n'y crois pas trop.
parce qu'en fait, dans l'histoire récente, il y a eu 2 tentatives. Hein. En 2006, via la loi concernant l'égalité des chances, à l'époque, c'était De Villepin qui était Premier ministre. L'amendement en question a été squeezé. Ensuite, c'était en 2008. Il y a eu une petite offensive de la part de certains parlementaires, dont un certain Manuel Valls, qui était très offensif sur le sujet. On a ressorti les vidéos. Et là, ça aurait été intéressant. Je vous interromps, Abdelkrim, on l'a, cette vidéo, voilà. Justement. Voilà, on va regarder et écouter Manuel Valls, ce qu'il disait. Il faut une véritable photographie de ce qu'est la réalité de ce pays, de ce qu'est la réalité ethnique de ce pays. Et donc c'est la raison pour laquelle nous relancerons l'idée d'une loi sur les statistiques ethniques, à condition évidemment qu'elle soit encadrée par la loi. Voilà, donc ça, c'était en 2009. Et cette semaine, le tweet de Manuel Valls, il était d'un autre ton. Honte au maire de Béziers, la République ne fait aucune distinction parmi ses enfants. C'est un éternel débat, nous dit le Figaro. Yves Tréhard. Oui, parce que c'est pas nouveau, c'est un éternel débat qui n'est pas pris de façon sereine, je trouve. À chaque fois, c'est des polémiques. Ceux qui veulent ficher se font traiter de fascistes, ceux qui... Enfin bon, c'est intéressant de considérer... C'est l'utilisation du fichier bien aussi. Sûr, bien sûr. Mais vous savez, on contourne la loi régulièrement. Les instituts de sondage, quand vous avez un sondage qui sort dans un journal français, il y en a régulièrement sur la pratique de l'islam en France ou sur la pratique du catholicisme. Et vous avez énormément d'instituts de sondage qui violent la législation et qui, pour une raison ou pour une autre, établissent des statistiques ethniques. Alors, les statistiques ethniques, pourquoi pas? Mais pour en faire quoi? Qu'est-ce que, par exemple, dans le cas de la scolarité, ou dans le cas de l'habitat, ou dans le cas de la mixité sociale, est-ce que c'est parce qu'on aura des statistiques ethniques qu'on assurera une meilleure mixité? J'ai la réponse. Non. Qu'est-ce qui vous fait dire non? Mais parce que c'est une politique qui peut changer les choses. Quand le Premier ministre parle de ghetto, le mot est choquant, mais c'est vrai que vous avez certains quartiers... Pardon? Il a dit apartheid. Apartheid, oui, mais il parle de ghetto souvent aussi. Et quand vous avez des quartiers, vous voyez des quartiers, vous n'avez pas besoin de statistiques ethniques pour voir qu'il y a assez peu de Français d'origine qui sont dans les quartiers en question, que les Français d'origine ont plutôt eu tendance à partir et à aller justement dans ce qu'on appelle les zones périurbaines. Ce qu'il faut, c'est une politique volontaire pour essayer de améliorer cette mixité, mais c'est pas avec des statistiques ethniques que vous y arriverez. Je pense que les statistiques ethniques, le débat doit exister, parce que pourquoi pas, il y a des pays, des grandes démocraties qui se servent de ces statistiques ethniques. C'est pas le cas dans notre pays, mais je pense pas, si vous voulez, que ça serait un progrès énorme qui permettrait à notre pays d'évoluer vers une meilleure mixité ou une meilleure intégration. Avant de vous faire intervenir tous les deux, je voudrais passer la parole à Darius. En Suisse, qu'en est-il justement? Je crois que la Suisse autorise ces données ethniques ou pas? Non, au sens propre, il n'y a pas de données ethniques, mais c'est vrai que le regard de la Suisse est assez pragmatique. Il n'y a pas le même passé qu'en France, il n'y a pas eu l'occupation, il n'y a pas ce type de souvenir historique qui fait que le débat est sans doute beaucoup moins passionné en Suisse. Il est plus dans la tonalité de ce que disait notre confrère du Figaro, c'est-à-dire que l'important serait de régler la réalité des problèmes de certaines régions où l'intégration est une grande difficulté, plutôt que de se battre absolument sur ces questions-là. Cela dit, la pratique, en tout cas affichée par Ménard, a été très critiquée par les éditorialistes en Suisse. Alors, parmi ceux qui militent justement pour que l'on mette en place des statistiques ethniques, avec donc pour but de lutter contre les discriminations, le CRAN, le Conseil représentatif des associations des Noirs de France, je vous propose qu'on écoute un extrait d'une intervention de Jacques Lezès du CRAN. Ce dont nous avons besoin, c'est une vision globale de la composition de la société française, parce que si on n'a pas ça, on ne saura pas si les discriminations ont augmenté ou si elles sont diminuées. Vous savez, si vous n'avez pas de chiffres sur le nombre de femmes qu'il y a en France, vous ne pouvez pas savoir si elles sont sous-représentées dans les conseils d'administration ou à l'Assemblée nationale, par exemple.
Voilà, Patrick Lozès, ancien fondateur du CRAN. Une réaction, peut-être Béatrice, dans les pays francophones, certains pratiquent les données éthiques depuis très longtemps. Il y a notamment un article de notre consoeur Alexandra Chaska pour RTL qui dit que au Québec, ça ne choque absolument pas. En Belgique, qu'en est-il? On a vu qu'en Suisse, ce n'était pas officialisé, mais que ça existait. La Belgique, ce ne serait pas la Belgique si à la fois elle a deux tendances, c'est-à-dire que je pense qu'au nord du pays, les Flamands préféreraient les statistiques, qu'elles existent. Eux-mêmes ont une terminologie qu'ils utilisent beaucoup, qui a été aussi l'objet d'une polémique chez eux pour déterminer les personnes d'origine étrangère, c'est l'allochtone, rapport qui est un mot qui est maintenant interdit dans certains journaux. Mais le côté francophone du pays, ils sont plutôt contre. Et alors, c'est nouveau un peu une règle un peu pragmatique qui domine. Donc, en fait, rien ne les interdit, rien ne les permet. Simplement, le tout est régulé par le Centre aussi pour l'égalité des chances, qui a fait récemment une enquête socio-économique, qui s'appelle un monitoring socio-économique, qui a utilisé les données sur base de la nationalité, où là, on peut savoir si la personne est belge, d'origine étrangère, ou si un de ses parents est né à l'étranger. Et donc, là, il n'y a pas de déclaration, on utilise ce qui existe. Et on essaye d'établir c'était la première fois que c'était publié en 2013, un monitoring qui permet de faire un état des lieux en fait, de la discrimination. Et les personnes qui gèrent ça avec la Commission pour la vie privée. Ce sont les pouvoirs publics qui financent. Et l'idée est de réguler aussi l'accès, c'est-à-dire que ça peut être utilisé par des chercheurs, par des administrations. On permet ainsi de voir la sous-représentation dans certaines catégories, par exemple les cadres, voir que les cadres ne sont absolument pas du tout liés ou n'intègrent pas du tout les gens qui sont d'origine étrangère. On peut aussi voir la surreprésentation dans certains services. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, par l'école officielle, pas l'école catholique, il y a un réseau catholique, il y a un réseau officiel, par l'école officielle, où il y a des cours de religion qui sont dispensés. On a une statistique sur le nombre d'élèves qui sont musulmans, puisqu'ils se déclarent, ils choisissent le cours de religion. Et ça permettait de faire une approximation, une estimation du nombre de parents musulmans en Belgique. Donc par exemple pour Bruxelles, on le sait, c'est une donnée qui existe via l'école, il y a plus de 50% des élèves qui sont musulmans. C'est une minorité dans le reste du pays. Et on fait une extrapolation que 8% des parents seraient d'origine musulmane à Bruxelles. Alors, il faut aussi savoir une dernière chose, qu'il y a eu une très grosse polémique récemment chez nous parce que le leader du parti nationaliste, Bart De Wever, parti flamand, à un moment donné, essayait d'ethniciser un peu une polémique sur la présence de Marocains ou pas en Belgique, en désignant les Berbères comme étant la cause ou étant moins capables de s'intégrer que d'autres. Et il y a eu une réaction extrêmement virulente, extrêmement forte, alors que c'est plus tout à fait le cas maintenant contre lui. Enfin, il était un peu seul contre 12, c'est plutôt tout le cas dans le gouvernement fédéral, mais tous ses partenaires au gouvernement ont dénoncé un risque de dérapage raciste et tout le monde s'est mobilisé pour dire que cette catégorisation berbère était interdite parce que c'était la désignation d'un groupe cible. Alors, ces données éthiques, Louis, vous n'êtes pas encore intervenu sur ce sujet. On écoutait le fondateur du CRAN tout à l'heure. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Est-ce qu'il faut être pour ou contre? Quelle utilisation en faire? Et en tout cas, au-delà de ce qui se passait à Béziers. Moi, je crois qu'il faut sortir de la politique du déni et de la peur. C'est pas parce qu'on met un voile sur une réalité qu'elle n'existe pas. Il existe des musulmans en France, comme il existe des noirs, comme il existe des femmes, des enfants. Ce sont des données qui existent. Nous sommes de plus en plus fichés également. On l'a vu par la NSA et par d'autres instituts. Donc, d'une manière ou d'une autre, il se pratique aujourd'hui des fichages plus ou moins déclarés. Et c'est pas parce qu'on l'affiche qu'on doit être plus condamné que ceux qui le font en sourdine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même sortir de cette politique du déni pour regarder les réalités en face. Aux États-Unis, vous cautionnez un petit peu ce qu'a fait Robert Ménard, alors. Je sais pas que je cautionne. Je dis simplement qu'il faut sortir du déni et de la peur. Aujourd'hui, en France, on gouverne beaucoup par le déni et par la peur. On a peur d'être au chômage, on a peur de retomber dans la Deuxième Guerre mondiale, la dénonciation, la collaboration. On a peur de toutes ces choses-là. Et je pense qu'il faut davantage se mettre dans le courage, dans l'initiative. Faire un peu comme aux États-Unis, ils ont pratiqué cette politique de la discrimination positive qui permet aujourd'hui à la télévision d'avoir davantage de noirs, qui a permis d'avoir des cadres bien formés, notamment Barack Obama, qui est aujourd'hui le premier président noir. On ne va pas dire que c'est un échec. Donc je pense qu'il est important par moment de se dire les vérités et surtout d'aller au-devant des choses. Ne pas avoir peur seulement, mais gouverner par moment par l'initiative et en tenant compte des réalités socio-démographiques de son pays. Une réaction, Darius, à ce qui a été dit en plateau? Oui,
Il faut voir ce qu'on appelle statistique ethnique. Par exemple, en Suisse, on la pratique dans les cas de criminalité. On donne les origines, les types de criminalité. Et quand c'est une réalité, il faut le dire, et on le dit. Donc les autorités le disent, les médias le disent aussi. Voilà, si telle filière, par exemple, tout ce qui est du trafic de la drogue, est dominée par telle ou telle filière africaine, on le dit, mais il s'agit de d'expliquer pourquoi, etc. Dans le cas de Ménard, quand on part des prénoms et qu'on pratique de cette manière-là, c'est ça qui a été critiqué. C'est qu'il y a une démarche qui est ni scientifique, ni sérieuse, et qui a des relents un peu nauséabonds. Abdelkrim, je voyais hocher la tête par rapport à ce que nous disait Darius. Oui, même si je suis en partie d'accord, mais bon, concernant l'affirmative action ou l'émergence d'une classe moyenne aux États-Unis, avec les événements de Baltimore tout récents, on a bien vu que il y a du bon, il y a du mauvais. Concernant Robert Ménard, alors on était mort de rire parce qu'au début il nous disait en effet c'est un ghetto, il y a trop d'immigrés. Après il nous disait que c'était pour les repas, je crois, qu'il faut leur venir en aide. On sait très bien que si Robert Ménard fait le fichage alors il dit enfants d'origine musulmane, il faut le préciser que la musulmanie n'existe pas, que ce n'est pas une origine de confession musulmane, de confession supposée musulmane. C'était pas pour leur venir en aide, comme il le dit. Maintenant, je ne ferai pas de procès d'intention, mais bon, on connaît Robert Ménard et sa filiation politique, on va dire. Oui, on va regarder cette une du Pays, un journal du Burkina Faso qui parle donc de propos islamophobes de Robert Ménard. Le fait que Robert Ménard, fondateur de Reporters sans frontières, s'amuse aujourd'hui à ériger des frontières. Là aussi, quelque chose à dire sur le personnage et aussi quelque part sur ce qui se passe en France autour du Front National et de sa campagne de dédiabolisation. Je pense que les instruments, c'est toujours la même chose. Ils sont là pour être utilisés. Et quand c'est une autorité publique qui les cadre, c'est parfois mieux qu'une autorité publique s'en empare en mettant les balises que de laisser les apprentis sorciers jouer. Ici, ce qui est particulièrement choquant, c'est que lui fasse cet amalgame avec le prénom. Je veux dire, il donne un critère, quand il permet quelque part à tout le monde, dans la sphère publique, de désigner l'autre et de faire des amalgames sur son prénom. C'est absolument inacceptable. Il faut savoir que, par exemple, en Belgique aussi, ça vient d'être demandé maintenant, on veut faire des mystery calls officiellement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse donner des coups de fil anonymes, par exemple aux sociétés immobilières, sociétés de taxi, etc., pour vérifier que si on demande, par exemple, envoyez-moi un taxi, mais le chauffeur ne doit pas être noir, ce qui se fait quand même beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, on fait comme ça, mais ça existe, ou bien si on dit, vous savez, moi je veux louer un appartement, mais je ne veux pas le louer à un étranger, ils ont fait d'ailleurs un exercice pratique qui montrait que quand on fait ce genre de demande, 6 sociétés sur 7 qui avaient été interrogées disaient, ça ne se fait pas, mais nous allons faire en sorte que votre demande soit satisfaite. Et donc c'est l'autorité publique aujourd'hui qui est en Belgique, souhaite s'en emparer. Et c'est le parti nationaliste, la NVA, qui refuse que ce soit le cas, parce qu'évidemment, dans un cas, ici, le gouvernement veut lutter contre la discrimination. Et c'est bien ce que M. du Figaro disait, c'est qu'à un moment donné, si on utilise officiellement ces méthodes, c'est après pour y coupler des politiques qui permettent de lutter contre la discrimination. Ouais. Un dernier mot, Yves Tréhard, sur ce... Oui, on connaît le sens de la provocation de Robert Ménard, qui, à mon avis, n'a pas du tout... Il a dû... se livrer à une observation des listes d'enfants inscrits dans les écoles publiques, puis à partir de là... Il y a un confrère à vous, Yvan Rouffiol, du Figaro, qui parle de balle des faux culs, l'hystérie des faux culs, pour le citer. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais si vous voulez, je trouve qu'en France, il y a un débat qui est assez malsain, et qui est alimenté d'ailleurs à gauche, à droite, sur tout ce qui relève de la laïcité, des origines confessionnelles ou géographiques des gens. Et on est assez singulier en Europe là-dessus, je trouve. On hystérise tout de suite le débat. Et il y a un climat d'hystérie dans ce pays qui me paraît tout à fait détestable. On est une communauté avec des origines très variables. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de limiter l'immigration clandestine, parce qu'on n'a pas les moyens d'intégrer aussi bien qu'il le faudrait. Et c'est vraiment, si vous voulez, un aspirateur à misère. C'est là-dessus qu'il faut se battre, si vous voulez. Après, les statistiques ethniques, des choses comme ça, on n'est pas les seuls en France, au monde. Et je peux vous dire que pour bien connaître, comme vous le savez, l'Afrique, en Afrique, il y a aussi énormément de tensions quand ça relève de tensions ethniques, de choses comme ça. On n'est pas, et c'est vrai sur tous les continents, en Amérique du Sud, partout. Mais je trouve qu'en France, on abuse et on use de ce débat de façon inutile, puisque de toute manière, rien ne change pour améliorer le sort des uns ou des autres, ou pour mener des politiques qui soient efficaces, qui permettent aux enfants de mieux réussir à l'école, aux gens d'être mieux logés, et éventuellement aux salariés d'être mieux payés.
Des politiques à mettre en place, nous dit on a eu la Tréhard. gauche qui a refusé longtemps, une partie de la gauche qui a refusé longtemps de voir, et une partie de la droite qui a vu trop de choses. Peut-être que maintenant, le moment est venu d'un peu tirer les leçons de ces deux extrêmes et de travailler entre les deux. C'est là que le travail doit se faire. Moins d'idéologie, plus de pragmatisme, parce qu'on est en train d'en mourir. Ce sera le dernier mot sur ce dossier, juste pour signaler aussi de la politique à mettre en place, mais aussi un devoir de mémoire et d'histoire. Je fais référence aujourd'hui, évidemment, à ce 10 mai, journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, avec François Hollande qui inaugure donc aujourd'hui en Guadeloupe le Memorial Act, le plus grand centre au monde d'expression et de mémoire sur la traite et sur l'esclavage. Une cérémonie d'ailleurs à suivre, ce sera tout à l'heure, tout de suite après Kiosque, grâce à nos confrères de François. Je vous invite donc à rester devant TV5 Monde après Kiosque pour suivre ces cérémonies. Et si à présent on se posait une question dans Kiosque, et pourquoi pas même en musique. Got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Et oui, alors je vois, ça fait sourire sur le plateau. Traduction, les clashs, évidemment. Dois-je partir ou dois-je rester? Eh bien, c'est un peu la question que vont se poser les Britanniques pendant les prochains mois, en tout cas jusqu'en 2017, concernant leur présence ou non dans l'Europe. 2017, date prévue d'un possible référendum donc sur l'Europe. Dois-je partir ou dois-je rester? C'est aussi la question que David Cameron a donc posée cette semaine aux électeurs britanniques. Et visiblement, la réponse a été très claire. C'est un grand oui, il reste. Et ce qui a pesé dans ce vote, eh bien justement, c'est sans doute cette promesse. Nous allons donner aux Britanniques un référendum avec un choix très simple, à l'intérieur ou dehors. Voulez-vous rester dans l'Union ou partir tous ensemble ? Alors, c'était une promesse faite par David Cameron. Va-t-il la tenir, cette promesse? Est-ce que ça a pesé dans cette campagne? Béatrice Delvaux, vous êtes à Bruxelles, vous suivez de près les politiques européennes. Vous pensez que c'est ce qui a fait basculer le vote des Anglais, alors que les sondages étaient très serrés, finalement? Non, je pense que non. Je crois que d'abord, les sondages se sont trompés. Je crois que, on connaissait ça, nous connaissons ça, donc voilà. Je pense que l'enjeu n'était pas là, même si, je veux dire, quelque part, les Britanniques font de l'Europe sans le savoir. Je veux dire, ils ont voté sur l'immigration, ils ont voté sur l'économie, toutes des données qui sont en fait conditionnées par le contexte européen, puisque tout le problème d'immigration est régulé quand même un peu par toute la non-politique ou politique très faible de l'Europe sur ce sujet-là. Mais ils n'ont pas vraiment voté Europe, je ne pense pas. La peur était vraiment à Bruxelles, chez nous, là, pour le coup, perceptible. Tous les autres pays ont très très peur de ce référendum. Maintenant, et nous aussi, par exemple, le soir, samedi, vous avez un édito plutôt constructif, ce qui était de dire... si c'était une opportunité, en fait, parce que la force, il valait mieux un leader qui pose cette question, qui soit un leader qui n'est pas pour la sortie, parce qu'il ne va pas, lui, faire campagne pour la sortie, très important. Il l'a posé parce qu'il a dit, on va mettre les choses au clair. Non, il n'est pas pour. 2, il a une force politique renforcée, il va venir avec une vraie légitimité, donc il faut mieux qu'il aille vite. Donc d'ailleurs, on lui a dit, posez-nous vite vos questions. 3, je crois que personne n'a envie de revoir les traités, donc quand même, ça limite la portée des questions qu'il peut poser. Donc s'il pose bien les questions, et si les autres en profitent pour utiliser ces questions, peut-être même pour faire bouger des choses au sein de l'Europe qui fonctionne quand même pas de manière... Il y a moyen d'en faire quelque chose d'assez positif si à un moment donné, on utilise ce moment comme un moment positif qui peut servir un peu la consolidation de la relation avec les Britanniques, qui en fait ont un lien quand même assez, même historique, mais très profond avec l'Europe, plus que celui qu'ils ne croient. S'ils ont un bon porte-parole et si les Européens se bougent pour en faire quelque chose de positif, il y a peut-être moyen d'en faire un win-win. Mais bon, ça maintenant, l'Écosse l'a prouvé d'ailleurs, que les référendums, c'est pas nécessairement, les gens n'aiment pas nécessairement sortir de quelque chose qui les met tout seul face à ce grand monde très compliqué et très dévastateur. Donc il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir se jouer qui sera plus positif que ce qu'on en croyait, grâce à la position de force de Cameron. Une réaction du Figaro avec cette une hier dans le Figaro, le King Cameron qui nous dit que c'est une chance donc pour l'Europe. Yves Tréhard, vous êtes d'accord avec ce que disait finalement Béatrice, cette victoire de David Cameron? Et ça vous étonnera pas, je suis d'accord avec le journal dans lequel je travaille. Ça tombe bien. Non, je crois qu'effectivement c'est une chance pour l'Europe cette élection et cette large victoire de David Cameron. Pourquoi alors? Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez deux mouvements contraires qui se font jour dans ce pays. D'une part, effectivement, des doutes sur l'Europe et sur un certain ressentiment contre l'Europe qui traverse la société britannique.
Et puis, par ailleurs, une chose beaucoup plus importante qui est apparue à la faveur de ce scrutin, c'est les résurgences identitaires, justement, du Royaume-Uni, avec le vote écossais, on en a parlé, mais il y a aussi le vote gallois, il y a aussi le vote d'Irlande du Nord. Enfin, chaque identité du pays s'est manifestée. Et je crois que la meilleure antidote, si vous voulez, le meilleur antidote à cet éclatement possible du Royaume-Uni, c'est justement l'Europe qui va l'apporter. Donc c'est le moment à saisir, c'est le moment ou jamais. Moi, j'ai jamais cru que David Cameron était un anti-européen convaincu. Je pense qu'il se servait de cette question-là à des fins tout à fait politiques et électorales, et électoralistes, je dirais même. Vous savez, il ne faut pas oublier que dans les années 2000, Tony Blair avait brandi la même arme en disant « je vais organiser un référendum » qu'il n'a jamais organisé. Et moi, je suis assez persuadé, mais c'est de l'ordre de l'observation, qu'il y a une grande majorité de Britanniques, d'Anglais, d'Écossais, c'est sûr, puisque les Écossais veulent rester, mais d'Anglais qui ne veulent absolument pas quitter l'Europe parce que, au moins dans les couches, je dirais, moyennes et supérieures, parce que pour des raisons économiques, ils savent très bien que pour eux, ça serait probablement une mauvaise chose. Et ça serait une tragédie aussi pour l'Europe, parce que si le Royaume-Uni, qui n'appartient pas à la zone euro, mais qui appartient à l'Europe, quittait l'Europe, je pense que ça serait le début d'une débandade sur l'ensemble du continent. Mais je crois que Marine Le Pen a réagi justement en disant, voilà, David Cameron a gagné en promettant ce référendum. Oui, non, mais c'est sûr qu'il va être rappelé à ce calendrier régulièrement. Mais rien ne dit que ce référendum soit perdu. Il aura peut-être lieu, et ça sera peut-être l'occasion d'un débat intéressant à l'intérieur du Royaume-Uni. La différence, c'est qu'elle est pour. Je veux dire, oui, sauf qu'elle est en train de changer de pied. Elle est en train de changer de camp parce qu'elle a peur. Pas de changer de camp, mais disons qu'elle ralentit un peu ses ardeurs, j'ai l'impression, vous parliez des anti-européennes, pour des ce qui est du Front milieux National. Financiers, en tout cas d'un point de vue économique. Est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni peut-il sortir de l'Europe? Je vais poser la question à Darius. J'imagine qu'on a observé ça d'assez près depuis Genève. Oui, bien sûr, les Suisses se sentent beaucoup moins seuls depuis ces élections britanniques, parce que vous savez qu'il y a une majorité de Suisses régulièrement anti-européennes. C'est une très vieille histoire. Il y a un atavisme ancien, en tout cas depuis 92, puis 92, le premier vote très anti-européen. Et puis, le 9 février 2014, les Suisses ont voté pour des quotas d'étrangers, en contradiction complète avec la libre circulation. Et depuis, il y a un dialogue de sourds avec le pouvoir européen qui est assez dur, hein. Et effectivement, beaucoup de Suisses se sentent un peu en miroir avec les Britanniques aujourd'hui. Il y a beaucoup de points communs de ce point de vue-là. Chez les Britanniques, c'est le grand large. Chez les Suisses, il y a eu toujours cette comparaison. Vous savez, comme le nœud du bois, on dit la Suisse, c'est comme le nœud du bois. La scie européenne a toujours été forcée de le contourner. De fait, nous ne sommes pas dans l'Europe. Et depuis ce vote contre la libre circulation, nous nous en sommes un peu éloignés. Alors la question de l'immigration a aussi été abordée au cours de cette campagne et pourtant, grosse défaite, importante défaite de Nigel Farage, le leader de l'UKIP, du parti europhobe et anti-immigration. Voici quelques morceaux choisis. Ce n'est pas raciste que de parler d'immigration. Par exemple, comme en Australie, nous voulons des immigrés diplômés, âgés de moins de 45 ans, qui viennent avec leur propre sécurité sociale et qui n'ont jamais été condamnés. Voilà, un discours qui est assez clair. Abdelkrim Branin, comment on suit ça quand on suit, comme vous, les dossiers de l'immigration en France, la position britannique et au-delà de ça, ce courant, ce mouvement qui semblait pourtant grimper et qui se retrouve aujourd'hui avec très peu de sièges finalement au Parlement anglais? Alors, quelque part, c'est rassurant. Ça va à contre-courant de ce qui s'est passé, ou de ce qui se passe en tout cas en France. Moi, j'ai 3 observations à faire là-dessus. C'est vrai que les Britanniques sont évidemment très agaçants concernant leur rapport à l'Europe. Ça fait combien plusieurs décennies, 30 ans de bagarre avec en point d'orgue cette fameuse phrase de Thatcher, I want my money back. Ensuite, moi, ce que je souligne, c'est, alors je vais appeler ça la conception de la dignité politique, c'est-à-dire ces chefs de parti
ils perdent, ils démissionnent tout de suite. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qu'on a beaucoup de leçons à prendre là-dedans. Farage, il perd, il démissionne. Clegg, le centriste, il perd, il démissionne. Miliband, le travailliste, il perd, il démissionne. Voilà. Les conservateurs ont les goûts des franches aujourd'hui. S'ils veulent faire, moi, j'ai pas du tout à dire, les Britanniques doivent rester dans l'Europe, pas du tout. Ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ce qui est sûr, et ce qui est aussi, encore une fois, on sait que les Britanniques sont toujours prompts à donner des leçons, mais on en a quelques-unes à prendre chez eux. C'est ce que j'appellerais quand même une démocratie de plus haute intensité concernant la France. Je m'explique. C'est que, par exemple, concernant l'intervention en Syrie, souvenez-vous, ils demandent au Parlement, le Parlement dit non, et ben il n'y a pas d'intervention. Ils ont appliqué. En France, on nous informe qu'il y aura une intervention, on informe le Parlement qu'il y aura une intervention, et puis voilà. Ça s'est passé dans plusieurs pays, on l'a vu récemment. Lui, s'il veut faire, il a fait cette promesse, en tout cas il a le coup des franches pour faire ce référendum. Je suis à peu près sûr, je ne vais pas mettre un billet là-dessus, je ne suis pas joueur, mais en tout cas il suivra la volonté du peuple britannique, qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, tout simplement. Alors, autre facteur peut-être de la victoire de David Cameron, c'est le bilan économique. Un taux de chômage à 5,6%, près d'1,8 million d'emplois créés donc en 5 ans. Il re-signe pour un deuxième mandat. Et pourtant, regardez, il y a un peu une Grande-Bretagne à deux vitesses. L'économie va mieux qu'avant, c'est une bonne nouvelle. Donc oui, ça va. Ça va bien, l'emploi est reparti, les gens sont plus heureux, il y a un sentiment de bien-être. Mon riz, il vient de la banque alimentaire. Ces petites saucisses aussi. Ma soupe, pareil. Je n'avais jamais été dans une banque alimentaire. De toute façon, avant, ça n'existait pas. Maintenant, si. Oui, alors donc, justement, ces banques alimentaires, elles ont vraiment triplé, enfin, leur nombre a augmenté d'une manière assez impressionnante en Grande-Bretagne depuis ces dernières années. Louis Comayou, quelque chose à dire sur ces chiffres, comment on les interprète, taux de chômage, certes, qui fait rêver pas mal de pays, finalement, mais derrière tout ça, des riches qui deviennent de plus en plus riches et un fossé qui se creuse. En Afrique, on connaît ça plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de classes intermédiaires. En revanche, on a une petite classe de très très riches et une grosse base de pauvres. Et sur le débat concernant l'immigration, j'en reparle parce que la Grande-Bretagne a une position là-dessus qui ne concerne pas directement ceux qui viennent de la Méditerranée, parce que c'est une partie assez marginale de ceux qui arrivent chez eux, même s'ils passent par Calais. Mais c'est surtout l'immigration européenne qui les intéressait pour le coup. Des pays de l'Est, oui, donc c'est la Pologne et les autres pays. Et là-dessus, je pense qu'en termes d'intégration, l'Afrique copie, je ne vais pas dire qu'elle copie, elle fait à peu près la même chose que l'Union européenne, mais on a de petits pays comme la Grande-Bretagne qui est une île qui se comporte à peu près de la même manière que la Grande-Bretagne. Vous prenez la Guinée équatoriale, vous prenez le Gabon, vous prenez d'autres pays. Qui ferment ses frontières. Qui ferment leurs frontières. C'est-à-dire que l'idée à la base, c'était de dire qu'on va faire un principe de subsidiarité où l'intégration commencera par les petites régions et puis elle s'étendra par l'Union africaine. Aujourd'hui, cette intégration par la base fonctionne très mal parce que justement, les petits pays qui ont une richesse relative estiment qu'elles n'ont pas grand-chose à partager avec les autres. Et donc, du coup, même si au sein de leur population, les inégalités sont criardes, elles ferment quand même leurs frontières pour protéger ce qu'elles considèrent comme le minimum vital qui devrait rester au sein de leur territoire. Une réaction insulaire de certains pays, on peut dire ça comme ça. Darius, je voyais que vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit. Vous parliez de l'économie britannique, c'est vrai que c'est très suivi d'ici aussi en Suisse, et même s'il y a des inégalités, même si tout ne va pas bien en Grande-Bretagne, quand on compare et qu'on regarde aujourd'hui l'Europe, il y a un attrait européen qui a diminué sans aucun doute. Vous savez qu'ici en Suisse, il y a le problème, alors ça pose d'autres questions, la parité euro-franc-suisse, cette baisse de l'euro, les difficultés de la zone euro. On regarde le taux de chômage, en Suisse on a un peu plus de 3%, je crois que dans la zone euro on est au-delà de 11%. Tous ces signes qui sont venus les uns après les autres ont quand même beaucoup érodé l'attrait de l'Union européenne. Même en Suisse où l'opinion, comme je vous le disais avant, est au départ pas très pro-européenne, il y avait quand même une fascination quand il y a eu le lancement de l'euro, une grande monnaie nouvelle qui est si importante, qui pèsera tellement dans l'histoire du monde, un grand continent, ça fascinait un peu. Aujourd'hui, quand on entend que l'euro pourrait mourir, quand après la crise de la Grèce, etc., il y a vraiment une baisse d'attrait très considérable. Et là aussi, on sent une certaine proximité entre ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe chez nous et ce qui se passe sans doute dans des opinions minoritaires ou majoritaires. On ne sait pas toujours, parce qu'il n'y a pas toujours de référendum, en France, en Allemagne ou ailleurs.
Voilà pour ce dossier. Et pour terminer, je vous propose de regarder justement la vision de Kroll du référendum, s'il avait lieu aujourd'hui, sur faut-il rester ou pas en Europe. Alors voilà, écoutez, l'Europe, bof, parce qu'il le faut bien. Voilà le dessin de Kroll qui commentait ces élections en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni cette semaine. On quitte justement le Royaume-Uni à présent. On va revenir sur cette visite en début de semaine de François Hollande dans la région du Golfe, entre signature de gros contrats et positionnement politique et stratégique. Vous allez le voir, les intérêts sont multiples. François Hollande a signé tout à l'heure au Qatar, ici avec Jean-Yves Le Drian, le contrat de vente de 24 Rafales avec l'émir Al Thani, cérémonie solennelle à Doha pour le président de la République. Des avions de la compagnie Qatar Airways autorisés à se poser sur les pistes de l'aéroport de Lyon et de Nice. Voici le cadeau que viendrait de faire l'État français aux Qataris pour les convaincre d'acheter le Rafale. François Hollande est le premier chef d'État occidental à prendre part au Conseil de coopération du Golfe. Dans le contexte du conflit régional, il est aussi et peut-être d'abord le chef des armées d'une France qui renoue les vieilles alliances sunnites. Les chocolats galères, détenus en partie par une famille du Qatar. Le club de foot de Penn, racheté par une société qatari. Le futur trilogie Port à Liège, financé à hauteur de 15 millions d'euros par une société des Émirats arabes unis. Et même l'université de Liège, dont certains programmes sont financés par un fonds qatari. Le Moyen-Orient est un investisseur net, c'est-à-dire qu'il achète plus que ce qu'il ne vend en Europe. Et on estime à plus de 150 milliards d'euros les investissements à devoir faire dans le monde, en dehors de leur marché domestique. Alors une question, allons-nous être rachetés par les pays du Golfe ? Voilà la question. Allons-nous être rachetés par les pays du Golfe c'est une question posée par un de vos confrères de la RTBF, Béatrice Delvaux. Votre réponse? L'argent vient toujours d'où il vient. Donc, je veux dire, c'est ceux qui en ont qui rachètent les autres. Le principe est aussi vieux que la terre. Même, je pense, en matière de presse. Je sais que, par exemple, El País, qui avait des problématiques de tour de table, faisait un peu le tour via le Qatar, etc., pour voir s'il n'y avait pas de là quelque argent qui pouvait être investi. Donc, nous ne sommes pas à l'abri que de l'argent vienne de cet endroit-là. J'ai juste envie de dire une chose, c'est que dimanche dernier, en fait, c'était la journée de la liberté d'expression, la liberté de la presse. J'étais à Bruxelles, à Beaux-Arts. Il y avait une cérémonie de remise du prix en lien avec l'UNESCO, des organisations internationales, qui était remis à M. Badawi, qui est ce blogueur d'Arabie Saoudite qui était toujours en prison. Sa femme est réfugiée au Canada, n'a pas pu venir parce qu'elle attendait ses papiers. Donc il y a eu un grand speech, un grand honneur. Alors moi, je me demande juste si l'hypocrisie était la venue des autorités saoudiennes à Paris pour Je suis Charlie ou le déplacement de M. Hollande sur place pour les avions. J'ai quand même un peu le sentiment que pour les gens, il y a une séquence un peu rapide qui ne donne pas confiance nécessairement dans la manière dont on gère ces relations internationales ou dont on les gère à deux vitesses. Je ne dis pas qu'il faut être naïf, je dis juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose là-dedans. Il y a une des conditions du contrat, à mon avis, sur la liberté de presse en Arabie Saoudite qui ne veut pas se figurer dans certains éléments de la vente. Abdelkrim, justement, une réaction. La Croix qui titre cette semaine « Une diplomatie sans état d'âme ». Vous êtes d'accord avec cette réaction par rapport à la visite de François Hollande cette semaine dans la région? Bien sûr, c'est la diplomatie du Rafale. Alors je sais qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais c'est vrai que c'est quand même terrible de voir la France vendre des Rafales, alors même à l'Égypte, un régime quand même du sanguinaire Al-Sisi. Le Qatar, on connaît leur lien plus que trouble avec le terrorisme concernant la Syrie et le Mali, mais pas seulement. La François Hollande est au sommet du Golfe, en Bahreïn, Qatar, Oman, Koweït, Arabie Saoudite. Que de démocrates. L'Arabie Saoudite qui continue de décapiter en place publique des femmes, ça arrivé récemment. Marianne nous dit François Hollande, le président qui aime les monarchies sanglantes. C'est ça. Alors c'est terrible. Après, sur le plan de l'analyse géostratégique, on sait très bien que depuis le rapprochement, on l'appelait comme ça, États-Unis-Iran, l'Arabie Saoudite est furieuse, tout comme Israël. L'Arabie Saoudite cherche un nouveau point d'appui en Occident. Ça se fait avec la France. On a vu qu'il y a très peu de temps, Laurent Fabius était à Riyad pour soutenir l'Arabie Saoudite contre ce qui se passe également au Yémen, qui est terrible. On a des populations civiles qui meurent sous les bombes. Et j'ai cru comprendre, alors sous réserve d'informations, mais visiblement informations assez fiables, que par exemple au Yémen, les forces spéciales françaises sont en train d'intervenir aux côtés de l'Arabie Saoudite. Depuis leur base de Djibouti et d'Abu Dhabi, elles sont en train d'intervenir au Yémen. C'est un partenariat, c'est très dérangeant parce qu'en effet, ça se fait avec des monarchies sanglantes. Pour l'instant, officiellement, on parle de coopération à titre des renseignements, mais pas sur le terrain. Voilà, donc à confirmer, en tout cas, sur ce point-là. Yves Tréhard, votre réaction par rapport à cette visite, c'est des gros contrats malgré tout.
Et oui, beaucoup d'autres à venir aussi. Donc la diplomatie du portefeuille, elle prédomine? Non, mais je sais que l'indignation est facile et on peut s'indigner de tout. Et à ce moment-là, on reste chez nous, on fait rien. Et on vit entre nous et on n'aura pas de problème. La mode était, il y a quelques années, à dénigrer les présidents français qui se rendaient en Chine. On avait peur de devenir une colonie chinoise. Et puis maintenant, bon, on se réveille, on a peur d'être une colonie qatarienne ou saoudienne. 4e voyage de François Hollande depuis le début de son mandat. Écoutez, on pourrait compter le nombre de voyages de M. de Villepin ou de M. Sarkozy à Qatar, à Doha. Je pense que les 2 doigts d'une main, les 10 doigts des 2 mains n'y suffiraient pas. Donc, je crois que la diplomatie, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle a un fondement, la diplomatie, c'est de défendre des intérêts nationaux. Et la défense des intérêts nationaux passe par une dose de cynisme bien assumée et bien compris. Si on est des droits de l'homiste, je dirais, assumés, à ce moment-là, on fait rien. Je veux dire, pourquoi on continuerait à avoir des relations avec des pays en Amérique du Sud, avec certains pays en Afrique, avec... bon, vous voyez. Donc, simplement, moi, je me réjouis de ce contrat avec le Qatar, comme avec l'Égypte. On sait très bien pourquoi l'Égypte s'est armée de cet avion. C'est parce qu'ils ont très peur de ce qui se passe à leurs frontières à l'ouest, en Libye. Le Qatar, Abdelkrim a tout à fait raison. La raison pour laquelle ils s'arment, c'est parce qu'ils ont très peur aussi d'une montée en puissance de l'Iran, dont on ne doit pas arrêter de dire que l'Iran est une théocratie de la pire espèce, aussi. Et moi, je ne vois pas du tout d'un bon œil, d'ailleurs, le traité éventuellement, qui n'aura pas lieu, d'ailleurs. Pour la France, il vaut mieux choisir l'Arabie Saoudite que l'Iran. Je ne sais pas s'il faut choisir, mais si vous voulez, vous avez toujours des intérêts qui sont, à un moment donné, à tel endroit. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Rafale se vend plutôt bien, alors qu'il a mis du temps à se vendre, pour 2 raisons, me semble-t-il. C'est qu'il a fait la preuve de son efficacité et de ses qualités sur le terrain, à la faveur de toutes les guerres qui malheureusement ont lieu aujourd'hui. Et puis deuxièmement, il y a une chose qu'on n'a pas du tout dite, c'est que ce Rafale se vend bien parce que l'euro a baissé. Tout à fait. L'euro est beaucoup moins cher. Et donc, c'est un atout. Les Rafales, les Suisses n'en ont pas voulu, je crois. Non. Darius. Non, les Suisses n'en ont pas voulu. Il y a pourtant eu un effort de séduction énorme de la part de la France. Chaque fois qu'un ministre français était en visite, il vantait le Rafale avec lequel on peut tout faire, etc. Dassault a fait des opérations de charme extraordinaires. Les Suisses n'en ont pas voulu. Mais au-delà de l'anecdote, par rapport à ce que disait Yves Tréhard, je vois beaucoup de commentateurs ici qui disent ça, effectivement. Il ne faut pas faire de morale facile, on vend à qui on peut. Mais il y a quand même des commentateurs plus critiques sur le fait que dans la même semaine, François Hollande a cultivé à ce point-là des liens avec des monarchies qui sont tout sauf démocratiques et n'était pas à Moscou, alors qu'il fallait rappeler la mémoire de tant de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas assisté à la parade militaire de Moscou le 9 mai. Et cette diplomatie, alors j'entendais diplomatie du portefeuille du Rafale, diplomatie sunnite, contre les chiites, contre une autre partie du monde arabe et musulman. Ça suscite ici aussi un certain nombre de critiques, d'incompréhension. De la même manière, la politique de la France à l'égard de la Syrie, cet engagement très fort contre Bachar el-Assad, souvent a suscité ici une certaine... on n'est pas loin de la théorie du complot parfois. Certains disent tout vient de l'argent, des intérêts financiers et commerciaux. C'est pour ça que la France a à ce point-là cette diplomatie sunnite. Mais il est certain que cette affaire des Rafales a alimenté cet argumentaire, même s'il est parfois un peu sommaire. Alors, Louis Comayou, pour réagir sur cette visite de François Hollande et puis plus largement sur les rapports entre l'Europe et le Moyen-Orient. Déjà, 2 choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas se mentir. La France aujourd'hui a besoin de l'argent, qu'il vienne de Chine, qu'il vienne d'Arabie Saoudite, qu'il vienne du Qatar. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, c'est pas moi qui vais condamner cela. Donc tant mieux. Donc faut pas se. Vous avez vu que le Qatar a acheté aussi des clubs belges. Oui, bien sûr. Quand vous êtes supporter du Barcelone, vous voyez également. Bref, aujourd'hui. Cet argent, ils en ont besoin et il faut le prendre parce qu'il existe et qu'il peut être donné. La deuxième chose, c'est que sur la vente des Rafales, même quand l'Égypte l'achète, c'est pas l'Égypte qui passe à la caisse.
quand le Liban l'achète, ce n'est pas le Liban qui passe à la caisse. Ce sont ces monarchies-là. Donc la France doit remercier au moins triplement les Arabes de ce point de vue. Et mettre sous le tapis les droits de l'homme et l'abolition de la peine de mort qui a été évoquée par François Hollande lors d'une conférence de presse et en même temps 5 décapitations au moment même où François Hollande était sur place. Ça c'est ce qui me surprend le plus. C'est ce 2 poids 2 mesures. Les Allemands ont un mot pour ça qui est très bien, c'est réel politique. Là on est en plein dans la réelle politique. La deuxième chose, c'est que j'ai regardé le sommet de la francophonie qui s'était tenu à Kinshasa. J'ai vu l'attitude de François Hollande. C'est à peine s'il n'avait pas insulté en des termes pas très diplomatiques à la fois la RDC et son président. Ça ne se fait pas ce qu'il a pratiqué en RDC. Et il n'y avait pas de contrat, donc peut-être pour ça. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts ne sont clairement pas les mêmes. De l'autre côté, simplement, ce que je veux dire, c'est que si le Rafale se vend bien, comme le rappelait Yves Treillard, c'est quand même à la faveur des différentes interventions militaires françaises qu'on a eues sur le continent africain. Je cite la Libye, le Mali, pour ne prendre que ces 2 exemples récents qui sont quand même assez pratiques. Donc, il y a eu un terrain d'exercice qui a permis que l'on se rende compte de la vraie capacité du Rafale à intervenir et à bien intervenir sur le continent africain. Vous êtes en train de nous dire merci aux guerres pour vendre des Rafales, donc. C'est la réelle politique. Mais Isabelle, ce qui pose problème, c'est pas tellement, excusez-moi, en fait, on est conscient que tout ça est compliqué. On l'apprend souvent dans les livres d'histoire. Ce que moi je trouve, c'est qu'il faudrait un petit peu plus de dignité ou en tout cas un petit peu plus de retenue lorsqu'on fait des commémorations ou lorsqu'on fait des marques très éloquentes sur les principes. Parce qu'on sait très bien que les principes, on doit un petit peu les gérer. Et donc je trouve qu'il faudrait être un petit peu plus modeste quand on réaffirme qu'on est un grand démocrate ou qu'on veut lutter pour la liberté d'expression. C'est aussi rendre aux gens la notion de la complexité des choses et pas leur faire vivre un roman. De toute façon, ils seront toujours déçus. Et c'est ce que je reproche un peu aux hommes politiques, surtout lorsqu'ils portent des valeurs et qu'ils font campagne sur ces valeurs. Alors, il y a d'autres reproches à faire aux hommes politiques. On va en parler dans un instant avec vous, Béatrice. Voilà, pour illustrer notre dernier sujet dans Kiosque. Voici donc un très court extrait d'un reportage d'une consoeur belge, justement. Ça se passe dans la fameuse salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale française. Lorsque nous souhaitons obtenir une réaction de ce député UMP, notre question n'est visiblement pas la bienvenue. Une petite question par rapport à la tribune qui a été publiée dans l'IB ce matin contre le sexisme et le machisme. Je vous laisse y répondre. Au revoir. Vous ne souhaitez pas y répondre? Pourquoi? Vous ne trouvez pas que c'est un sujet important qui mérite qu'on en parle? Comme le dit la formule, il y a des silences, en tout cas des réactions qui en disent plus long qu'un long discours. On va dire que ce député-là était particulièrement pressé ce jour-là. Alors à l'origine, cette tribune publiée cette semaine dans Libération en France bat les pattes. 40 femmes journalistes politiques, dont 24, je précise, ont tenu à rester anonymes malgré tout. Ils dénoncent le sexisme des hommes politiques. Alors ça va des petites remarques. Ah, c'est bien une question de femme, ça. Ou encore un col roulé, dommage, j'aurais préféré un décolleté. Jusqu'au texto, pas de dîner, pas d'infos. Toute femme journaliste qui se respecte, qui à un moment a dû se frotter à ce monde-là, a pu en faire l'expérience. Bref, 4 ans après cette déflagration qu'on a baptisée la déflagration des SK, rien n'a vraiment changé, Béatrice? En Belgique, on est 2 femmes sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Celles qui disent qu'elles n'ont rien vécu, c'est pas très bienvenu non plus, parce qu'en général, on se pose des questions. Moi, le fait que certaines restent anonymes, ça veut dire beaucoup déjà. Ça veut dire beaucoup. Donc je pense que la chose existe, bien évidemment. Elle existe souvent dans les rapports de supériorité aussi. Ça existe dans d'autres secteurs, dans l'entreprise, etc. Je pense qu'ici, la vertu, c'est justement que ce soit remis au jour et que certains puissent craindre qu'un jour il soit dévoilé. En Belgique, une journaliste de la RTBF, la rédactrice en chef politique, a fait un petit sondage auprès de ses consoeurs et c'était genre: et votre mari laisse partir une si jolie journaliste comme ça à l'étranger, est-ce que nous pourrions pas terminer la soirée au cabinet, donc là où il travaille, pour un peu discuter de façon plus approfondie. Bon oui, donc ça existe. Je pense qu'en Belgique c'est peut-être moins étalé. Enfin, je crois que c'est quelque chose qui est plus secret, en tout cas moins révélé. Il faut dire aussi qu'en Belgique, c'est le seul pays au monde où il y a une loi qui vient d'être passée en 2014 contre le sexisme. C'est-à-dire s'il y a intention et répétition, il y a possibilité de poursuite pénale. Ça ne faisait pas suite à une relation entre un homme politique et une journaliste. Ça faisait suite à du harcèlement de rue auprès d'une jeune fille dans certains quartiers à Bruxelles. Et suite à ça, la ministre qui gérait la discrimination à l'époque a fait cette loi assez difficile à faire opérer.
Et je dirais une chose qui est pas du tout drôle, mais il y a eu un suicide d'homme politique récemment qui avait été accusé de viol par une attachée de presse qui travaillait dans la sphère dans laquelle il gérait et qui n'a pas supporté l'idée que cette chose ou que cette discussion soit étalée. Quoi. Oui. Je vois Darius qui nous fait signe. Darius, vous avez aucun problème en Suisse avec une présidente? Bon, nous avons une présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga. Le métier est très féminin, comme partout maintenant. Il y a beaucoup de journalistes femmes, évidemment. Je me rappelle, quand j'étais journaliste débutant, j'ai fait l'interview de Françoise Giroud qui racontait qu'elle avait envoyé au Parlement Michel Cotta, la brune, et je crois Catherine Ney, la blonde, pour jouer de ce jeu de séduction. Mais c'était une autre époque. Et c'est vrai que je suis très surpris de voir à quel point ces journalistes aujourd'hui. Absolument. Ces vieux clichés ont survécu. On a l'impression qu'on est dans les années 60 ou 70, 70. Il y a vraiment quelque chose de choquant dans le fait que ça survive encore aujourd'hui. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas une question de génération et de crime? Certains le disent, dans ces hommes politiques, à un moment ou à un autre, Alors, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais ça en dit long en tout cas sur la composition de notre classe politique. Elle est majoritairement masculine. Et elle jouit, en tout cas, elle pense jouir d'un sentiment d'impunité. Là, on n'est pas, c'est pas du même acabit que l'affaire DSK, mais on est quand même pas loin. Et je reviens, je fais le parallèle avec l'affaire des droits de l'homme, des rafales tout à l'heure. On a tendance à faire des leçons concernant le féminisme. Alors, les pays africains, les pays musulmans, en France, les banlieusards, les classes populaires, etc. Lorsqu'on voit ce qui se passe, on parle quand même des plus hauts responsables politiques. Je veux dire, des parlementaires, etc. Ça révèle aussi qu'il y a une connivence, sinon une complicité entre ces responsables politiques et certains, j'ai bien certains, patrons de presse, parce qu'on sait très bien, moi je discute avec des collègues femmes, on leur dit, alors si elles le disent, on lui dit, bon, bah, si c'est ça, bah, tu n'y vas plus, ou sinon on vous dit, écoute, c'est pas grave, ça va, c'est potache, voilà. On dit c'est potache, c'est pas grave, c'est rigolo. On lui dit c'est pas grave, on lui dit faut encaisser. Et lorsque j'ai discuté avec mes collègues, elles disaient oui, mais c'est un peu dérangeant de laisser planer ce doute comme ça, qu'elles aillent au bout, qu'elles donnent des noms. Alors, je ne sais pas du tout s'il faut donner des noms, mais en tout cas, je sais qu'il y a une partie des journalistes, femmes, politiques, qui disent oui, mais il faut aller au bout de cette démarche, donner des noms. Concernant les solutions, bon, j'en ai pas. Alors, les liaisons dangereuses entre le monde politique et les journalistes, très rare, et surtout en ce qui concerne les femmes. Oui, c'est une réalité, évidemment, mais... Est-ce qu'il faut aller... Est-ce que ces femmes doivent aller jusqu'au bout et jusqu'au bout, dénoncer ceux qui, justement, ont ces dérapages? Ça les regarde, mais je suis assez gêné, je vais vous dire, par cette une de Libération. D'abord parce que il y a quelque chose d'éradicateur dans ce qui est dit, et la séduction fait partie de notre monde. Et je ne voudrais pas que... on n'ait plus le droit de dire à une femme qu'elle est jolie ou qu'elle est bien habillée. Et à ce titre-là, il y a beaucoup d'excès qui sont reçus de la part de certaines femmes, je ne dis pas toutes, évidemment. Ah, mais il me dit ça, mais qu'est-ce qu'il veut me draguer et tout? Mais non. Non, mais attention, dans quel monde allons-nous vivre? Est-ce qu'on veut que tout soit aplani, que tout soit... voilà. Par ailleurs, je pense que quand même s'il y a effectivement des hommes qui se comportent comme des salauds, faut le dire, je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est bien moins le cas que par le passé. Je pense que par le passé, quand il y avait une omerta complète sur ce qui se passait dans les milieux politiques, ça devait être bien pire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on en est quand même, mais c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire et tout ça. Mais surtout que la séduction reste de notre monde, parce que sinon, on va s'ennuyer fermement. Je vais vous laisser le mot de la fin peut-être, frère, mais avec des guillemets, en tout cas, pour vous renvoyer sur cet article de Libération. Il y avait quand même un petit encadré qui nous a bien plu du côté de la rédaction féminine de Kiosque. Voilà, c'est ce portrait du ministre Emmanuel Macron revu et réécrit à la manière d'une ministre. Alors voilà, on a utilisé les défauts de langage, car parfois il faut aussi, nous, la presse, nous lancer la pierre, puisque voilà, on utilise des formules un petit peu toutes faites comme ça quand il s'agit de parler de femmes politiques. Alors, voyez ce que ça donne s'il s'agissait d'Emmanuel Macron, sympathique et pro jusqu'au bout de ses boutons de manchette qu'il porte dorés. Il avoue parvenir à concilier tant bien que mal vie politique et vie de famille. Ou encore, on peut lire également d'un pas vif, Emmanuel Macron fait virevolter son veston. Voilà, l'article a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Voilà comment il faut faire attention parfois aux formules un petit peu trop
usité et un petit peu trop cliché. Merci à vous tous. On finit ce kiosque évidemment avec la semaine de dilemme, avec tout d'abord un retour sur ces élections donc en Grande-Bretagne. L'Angleterre elle se passionne pour le bébé royal. Elle pèse 3,7 kilos. Avec ou sans la cuillère en argent, voilà, un dilemme a plutôt été inspiré par la naissance royale que par les élections. Sauf que Cameron peut désormais se consacrer à son grand projet, reboucher le tunnel sous la Manche. Voilà, on verra si ce tunnel sera rebouché un jour ou l'autre. Autre dessin de dilemme cette semaine, visite historique de François Hollande à Cuba. C'est normalement à partir de demain. Toute la presse cubaine est là, oui, en tenue de prisonnier, puisque voilà, pour ce qui est de la presse à Cuba, il y a encore des efforts à faire là aussi. Et puis un dernier dessin, si vous le voulez bien, la loi sur le renseignement, valse très critiquée. Oui, j'ai les oreilles qui sifflent. Vous retrouverez évidemment tous ces éléments sur notre site, le site de Kiosque, sur Internet. Merci de votre fidélité. L'émission à revoir, si vous le souhaitez, sur YouTube en fin de journée. Excellente suite de programmes à vous tous et restez avec nous sur TV5 Monde pour cette cérémonie donc sur l'abolition de l'esclavage et sur ses commémorations. Merci.